3 invités avec nous chaque soir pour décrypter les mouvements de la planète marché. François Collet est avec nous ce soir, gérant obligataire chez DNCA Investments. Bonsoir François. Bonsoir Grégoire. Merci d'être là. Merci à Igor Demac de nous accompagner également. Bonsoir Igor. Bonsoir Grégoire. Vous êtes directeur associé chez Vital Épargne et Olivier Ringard avec nous en plateau également. Bonsoir Olivier. Bonsoir Grégoire. Vous êtes directeur des investissements de Neuflis OBC. Igor, votre analyse, vos commentaires. On peut repartir des marchés actions, là aussi. Après 10-12 mois de correction généralisée sur l'ensemble des grandes classes d'actifs, est-ce que pour un investisseur, un gestionnaire de patrimoine, est-ce qu'il y a quand même déjà un univers d'opportunités qui s'ouvre aujourd'hui ? Bien, je pense que l'attention des investisseurs, c'était de savoir si après cette hausse de taux inédite aux États-Unis, 300 points de base en 6 mois, et aussi le début du relèvement des taux de la BCE, qui était un scénario inimaginable, comment l'économie, les agents privés et publics ont réagi. Et ce qui a été dit est vrai, c'est que la croissance économique ralentit, le FMI a revu en baisse ses hypothèses pour 2023, mais elles sont éminemment trop hautes, donc on est plutôt sur 1,8-2 peut-être en 2023 au niveau mondial. Et les investisseurs se sont dit, le choc a été plus ou moins absorbé, les indices actions ont baissé, mais on regarde la volatilité des indices actions, elle a fait que doubler, alors que sur les taux, on est plutôt à x3 sur le move, et puis les indices iTraxx crossover ont quand même été multipliés par 3 en termes de spread. Donc c'est un recalage de l'environnement monétaire, donc c'est douloureux. Donc il y a des phases de baisse, après des phases de ce qu'on appelle de relief, où on a envie d'acheter parce que ça a beaucoup baissé. Puis il y a les niveaux de valorisation, c'est un peu difficile aujourd'hui de dire, voilà, c'est terminé la phase de correction de valorisation, mais en tout cas en Europe, par rapport aux moyennes 5 ans, disons, sur les PE prospectives de 12 mois, et puis aussi aux États-Unis, où il y a quand même une petite décote qui s'est ouverte, on peut commencer à regarder. Et puis je ne parle même pas des secteurs value dont on a commenté les niveaux de valorisation quasiment historiques. Alors après, la récession est très différente de 2008-2011, c'est que c'est une récession, le risque pour moi, c'est un peu comme ce qui se passe sur le moral des ménages, c'est que ça s'effrite tout le temps un petit peu. C'est une espèce de bear récession qui entraîne un bear market un peu permanent parce qu'on n'arrive pas à faire baisser l'inflation en dessous de 4. Parce que passer de 8 à 2 en 6 mois, c'est faire une récession très violente. Et on voit bien en France, en fait, on a des mesures, par exemple, le bouclier tarifaire, c'est une mesure inflationniste. Ça atténue ce qu'on cherche à faire du point de vue monétaire. On compense une partie du choc. On n'a que 5 ou 6% d'inflation en France, mais c'est parce qu'on a redonné du pouvoir d'achat. Donc, il y a beaucoup de contre-objectifs, contre-mesures. Donc, aujourd'hui, je partage, on n'est pas du tout sûr qu'on soit sorti d'une récession, qu'on puisse donner l'heure de la sortie, la profondeur. Mais les marchés, ils font leur travail, c'est-à-dire qu'ils repricent le risque. Ça, c'est éminemment efficient. Et je pense qu'il y a des conditions qui sont opportunes sur le crédit, par exemple, et sur certaines actions. Et puis, il y a quand même un gros chapeau, il ne faut pas oublier, pour que le marché remonte vraiment, il faut que la situation en Ukraine prenne un autre tournant. Donc, si vous avez un cessez-le-feu ou, entre guillemets, la paix, là, le marché, il met de côté un chapeau de risque qui revient de manière permanente. Donc, ce qui s'est passé en septembre, c'est que tout était un peu paroxystique, et on sait que les marchés, c'est la dérivée seconde. Ce qu'on disait sur les taux, si on passe de 75 à 50, on augmente toujours, mais on augmente moins. Donc, la vitesse de pénibilité du coût monétaire s'atténue. Donc, on est quand même dans une phase où on entend aux États-Unis des discours sur les taux, des discours sur une solution diplomatique. Donc, tout ça fait que on s'est imposé énormément d'obstacles dans la croissance, voulu ou contraint. Et donc aujourd'hui, pour avoir un monde qui continue à croître avec un peu plus d'inflation qu'avant, il faut desserrer un peu toutes ces contraintes. Et je pense que c'est ce que espère aujourd'hui le marché dans cette phase de remontée, avec des résultats qui sont globalement bons. Il y a des déceptions, des profit warnings, et puis il y a aussi des sociétés qui publient bien. Donc c'est un marché où on peut travailler, mais en étant très sélectif toujours. Et puis à mon avis, avec une vision quand même un peu longue, parce qu'à court terme, on peut aussi, la semaine prochaine, avec un événement un peu géopolitique ou une erreur de trajectoire monétaire, repartir à -5, -10, les volatilités sont quand même assez élevées, donc ça peut aller dans un sens comme dans l'autre. Mais globalement, l'espoir, c'est que on va desserrer quelques contraintes pour pas gripper et avoir ces accidents de crédit ou l'accident de dette publique en Angleterre. Parce que ce que nous enseigne l'exemple anglais, c'est qu'il y a une grande fragilité du financement des États, en fait. D'abord parce que les taux sont élevés, plus élevés qu'avant, et ensuite parce que c'est détenu dans des mains
qui sont plus des mains qu'on peut contrôler et à qui on peut dire non, vendez pas, etc. Donc, avec les soucis de liquidité qu'on a connus. Igor, dans la sphère européenne, il y a eu le sujet italien qui a toujours été là, évidemment, puis c'est un risque permanent pour les investisseurs, mais ce risque-là, il n'est pas monté en puissance. Et même, il a plutôt eu tendance à rester sous contrôle avec le changement politique, etc. Et de ce point de vue-là, on peut imaginer quand même que Giorgia Meloni a beaucoup mieux manœuvré qu'une Liz Truss, par exemple. Oui, les Italiens, ce sont les Anglais aujourd'hui. Ben, c'est ce que nous disiez. Oui, alors c'est un peu ce qu'a vécu l'Italie à l'époque. C'est les Anglais l'ont vécu. Après, ce qui avait été dit avant les élections, toujours pour faire un peu monter la sauce, mais quand on... C'est l'amalgame du The Economist, visiblement, qui est assez mal passé en Italie. Oui, mais pour revenir... Et au Royaume-Uni, d'ailleurs, qui n'a pas aimé être comparé à l'Italie, je crois. Pour revenir sur le gouvernement italien, il est constitué évidemment de franges plus ou moins dures de la droite, mais ça reste une Italie du Nord industrielle. Pro-business. Voilà, qui reste dans l'euro, qui veut travailler. Et même si l'euro a été beaucoup décrié, je pense que beaucoup de pays, dont la France, peuvent aujourd'hui se dire heureusement qu'on a cette monnaie et qu'elle est quand même régulée, pilotée, parce que du point de vue budgétaire et puis même d'autres sujets européens, on est quand même très fragile. Sur les sujets de liquidité, tous ceux qui font la gestion savent qu'elle est bien meilleure quand tout monte et qu'on est en flux entrant que quand tout baisse et que les flux sortent. Ça, c'est pour toute classe d'actifs, mais évidemment beaucoup plus pour les classes d'actifs illiquides, parce qu'on parle de trésorerie, de dette d'État européenne. Là, c'est quand même des classes d'actifs très très liquides. C'est les plus liquides au monde avec le monétaire, enfin le cash. Et puis l'autre sujet, c'est que quand tout baisse, tout se recorrèle un peu. Donc toutes les classes d'actifs baissent un peu en même temps quand il y a un risque systémique qui se produit. Donc ça, c'est des sujets aujourd'hui, je pense qu'on les a un peu vécus, mais pas dans le même ordre que 2008 et 2011. Après, le sujet de dislocation, de fragmentation de l'Europe, il existe, mais il s'est déplacé sur le sujet plutôt politique entre la France et l'Allemagne. Et là, on est au cœur de la construction de notre système économique et monétaire. Et puis, ce que disait François est vrai, c'est que on ne peut pas laisser les taux d'intérêt des taux périphériques, enfin des pays qui sont un peu en souffrance en matière de dette, monter trop vite. Mais ce qui se passe, c'est qu'on le voit bien, c'est que les banques, elles n'ont pas besoin que les taux d'intérêt montent ou qu'on fasse du tightening pour restreindre l'octroi de crédit. On voit bien en France, en fait, la hausse des taux, certes, elle est importante, mais elle serait supportable. Mais en fait, on n'octroie plus de crédit. Donc, on dit, non, vous n'avez pas assez de couverture de votre charge d'intérêt par le revenu. Donc, c'est la réglementation qui bloque. Oui, c'est des choses. C'est un frein de ce point de vue-là. Je pense qu'en Europe, on pilote beaucoup plus graduellement parce que le système est beaucoup plus fragile. Moins agile que le système américain où les capitaux circulent beaucoup plus, où les banques ne font pas autant le financement de l'économie qu'en Europe, où il y a le marché obligataire. Donc on a aussi un conflit à notre périphérie. Donc c'est des sujets, tout se mélange un petit peu pour nous. Et donc le chemin est étroit avec beaucoup de conflits d'intérêts, d'objectifs à l'intérieur de la zone et aussi à l'extérieur de la zone. Sur l'énergie, gardez la parole, Igor. On a peut-être tous été frappés hier. Alors c'est des prix spot de marché, effectivement. C'est passé un peu l'anecdote d'hier, mais on a vu quand même sur la référence néerlandaise du gaz naturel pendant quelques heures un prix négatif. Mais voilà, il faut quand même le rappeler. Oui, après... Alors qu'on est en train de mettre en place des mécanismes pour protéger les entreprises au-delà de 325 € le mégawattheure, etc. On est tombé en négatif hier sur le mégawattheure selon la référence néerlandaise. Est-ce qu'il faut imaginer un scénario où il y aurait un contre-choc énergétique très violent qui n'est pas du tout intégré aujourd'hui le contre-choc énergétique qui peut venir d'un choc économique très violent, ou alors d'une inondation sur le marché des hydrocarbures, que ce soit le gaz ou le pétrole, d'offres. Bon, c'est pas tout à fait ce qu'on a sur, en tout cas, les dernières décisions de l'OPEP. Au niveau mondial, on ne peut pas se passer du pétrole et du gaz russe. Peut-être que de manière anecdotique, ponctuellement, parce qu'on a mis en place des mesures et qu'il y a des effets d'aubaine. Les stockages sont pleins aussi, j'explique. Voilà, c'est comme la hausse des prix du gaz, il y avait beaucoup d'effets d'aubaine aussi avant. Donc là, on vit l'histoire en accéléré, donc je pense que c'est un peu difficile de faire un commentaire. Moi, je suis pas des enseignements. Non, mais sur longue période, ce que je sais, c'est qu'on a un gros producteur d'hydrocarbures dont l'Europe ne veut plus, qu'on doit réorganiser et que l'OPEP a réduit son nombre de barils produits. Donc même si les États-Unis ont utilisé leur stock stratégique, le marché des hydrocarbures et de l'énergie globalement est très perturbé. Et donc c'est
jamais très bon, parce que c'est la matière première reine, le pétrole. Donc c'est celle qui dirige un peu toutes les autres. Un peu de récession ici et là, une Chine qui se garderait de relancer aussi agressivement qu'elle a pu le faire au cours des derniers cycles et des dernières crises économiques. Je ne sais pas, est-ce qu'il y a un chemin possible pour un contre-choc énergétique majeur, Olivier ? Il est, comme ça vient d'être dit, je pense qu'il est difficile d'imaginer ce contre-choc énergétique. On voit que l'offre est contrainte, donc pour qu'il y ait contre-choc, soit on change les règles du jeu sur l'offre, ce qui est a priori pas anticipable, soit vous avez un choc sur la demande qui est très puissant, et dans ce cas-là, vous basculez dans un scénario de récession sévère. Et aujourd'hui, on n'est pas sur le scénario de récession sévère, le consensus n'est pas là-dessus. Ils considèrent qu'aux États-Unis, on va ralentir, peut-être avoir une petite récession modérée et puis derrière réaccélérer. Et en Europe, on est sur une récession marquée, mais qui va durer 1 ou 2 trimestres. Et derrière, l'économie européenne rebondirait. Donc, il est difficile d'imaginer ce choc, ce contre-choc sur les prix de l'énergie au cours de ces prochains mois. Qu'on partageait le constat, oui aussi, d'accord. Ouais. Bon, très bien. Je voulais qu'on dise un mot peut-être des publications. Alors je reprends avec vous, Igor. C'est la séquence GAFAM traditionnelle qui s'ouvre. Les GAFAM n'ont jamais déçu sur leurs earnings, sur leurs résultats. La question boursière, elle se traite à part, avec des niveaux de valorisation, d'ailleurs, qui se sont dégonflés. Est-ce que les niveaux de valorisation sont suffisamment dégonflés ? C'est une première question. Et est-ce que maintenant, le risque porte sur les résultats de ces entreprises ? Il y a toujours un risque, et on l'a vu sur Netflix, qui a enchaîné un mauvais trimestre, elle a un très bon, Tesla qui peut décevoir. Donc, c'est pas le GAFAM, pas dans les GAFAM, Tesla, mais enfin, il est assimilé au GAFAM en termes de perception de valorisation. Je pense que la purge n'est pas terminée, parce que quand on regarde le Nasdaq qui passe de 4 000 à 16 000, en baissant à 11 000, on voit bien qu'il y a des écarts de valorisation qui sont très très importants encore entre les secteurs les moins chers et puis ces secteurs-là. Après, c'est des secteurs et des entreprises qui sont rentables. Donc, elles doivent rentrer dans une forme de normalisation avec des taux qui montent. Normalisation des méthodes de valorisation. On ne peut plus dire on peut payer 50 fois des résultats si le chemin de croissance n'est plus aussi certain. Et on l'a bien vu, il peut être incertain. Enfin, je reprends Netflix, mais on va voir après. Microsoft, c'est pas la même GAFAM que Meta ou Google ou j'allais dire Amazon. Amazon, on est dans une GAFAM, mais qui a un métier très concret. C'est de la logistique de colis. Donc, je pense que c'est des bons indicateurs de l'économie aussi. Il ne faut pas oublier ça. Comme FedEx l'était. FedEx, ils sont aussi liés au GAFAM, parce qu'ils sont, entre guillemets, dans la chaîne logistique mondiale. UPS n'a pas envoyé tout à fait le même message que FedEx, d'ailleurs. C'est intéressant, mais... Oui, mais après, il y a peut-être aussi du spécifique FedEx dans le... Oui, puis dans la consommation, Adidas déçoit, LVMH, le luxe, on pouvait s'attendre, en fait, parce que les flux de voyageurs n'ont quand même pas repris, mais les résultats sont là. Donc, bon, c'est difficile. On vit vraiment un moment, je trouve, qui est assez difficile à commenter, parce que tout le monde tire un peu dans tous les sens. Donc, attendons de faire une vraie saison de résultats. Et je pense qu'il y a quand même un peu de baisse en perspective sur le Nasdaq si les taux continuent de monter, parce que c'est vraiment une corrélation inverse avec les taux d'intérêt, les valorisations de ces sociétés, comme l'immobilier d'ailleurs. Pas pour les mêmes raisons, parce que l'immobilier, c'est parce qu'on le finance avec la dette, mais parce que là, il y a une relation théorique entre un PE élevé et puis des taux d'intérêt bas. Dans la gestion patrimoniale, qu'est-ce qui vous intéresse pour vos clients, Igor ? Ce qui est difficile, c'est que quand on regarde ce qui a marché cette année et qu'on parle aux clients, on leur dit il fallait avoir des actions brésiliennes, des actions turques, du réal, de la lire turque, du dollar. Donc pour un investisseur européen ou d'Île-de-France, c'est vrai que il faut toujours se rappeler aussi que quand on investit, ça dépend de l'enveloppe de risque qu'on a, du fonds avec la volatilité, du profil de risque du client. Donc aujourd'hui, c'était vraiment très très difficile de faire de la performance.
Moi, je partage l'idée qu'il faut toujours avoir du cash parce que dans ces phases-là, cash is king. Ça permet toujours de saisir les opportunités. Le principe, c'est de jamais sortir complètement des marchés actions parce que on a beaucoup de mal à y revenir. Donc, c'est faire évoluer, aller pour les fonds prudents entre 15 et 30%, parce qu'il y a quand même des opportunités et que l'investissement action, ça reste quand même un investissement de long terme. C'est un actif à duration longue. Après, le crédit, je partage ce qui a été dit. On a envie d'y aller, donc on met des petites pointes, mais on ne connaît pas en fait véritablement le taux de défaut de cette récession. Comme on n'arrive pas à en définir les contours, on n'arrive pas à se dire, tiens, finalement, ça ne sera pas du tout les défauts de 2008-2011, qui est le scénario central. On se méfie un peu du playbook historique dans cette situation. On n'est pas à l'aise, et puis on a vu qu'avec l'exemple anglais, on n'est pas complètement exempt d'un risque financier sur une certaine classe d'actifs. Donc, c'est vrai que ça s'est ouvert. Moi, à titre personnel, je pense qu'il vaut mieux avoir une action à fort dividende en étant actionnaire plutôt que créancier, surtout dans des phases d'inflation. Et puis, effectivement, aujourd'hui, on a dit, on a créé cette récession pour X raisons, pour faire baisser l'inflation. Mais l'inflation, c'est, comme vous connaissez la formule, quand elle sort du tube du dentifrice, c'est pas évident de l'y remettre. Donc, un régime d'inflation à 2, c'est pas le même qu'à 4. Donc, les taux et les solutions d'investissement. Mais je reste quand même convaincu sur le marché action, il y a des choses à faire, notamment en Europe, qui est un marché complètement détruit en termes de valorisation et d'estime de la part des investisseurs. Et on restera sur cette idée-là avec le beau rebond, encore aujourd'hui, des actions européennes, puisqu'on a gagné quasiment 2% sur le CAC et plus d'1,5% sur l'Eurostock 50. Merci beaucoup, messieurs. Merci d'avoir été les invités de Planète Marché ce soir dans Smart Bourse sur Bismart.